Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Au sommaire, journée mondiale de l'aide humanitaire, le gouvernement congolais affirme son engagement à garantir la sécurité humanitaire des populations, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu qui fait face à la guerre. Et puis, la zone CFA a connu une reprise de sa production de coton au cours de la campagne 2023-2024 après des attaques des cultures par des insectes. De vous retrouver, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal avec cette brève. Le Royaume-Uni reste engagé à soutenir le processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et à maintenir l'intégrité territoriale congolaise. Voilà l'un des points abordés au cours de l'audience que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé ce lundi 19 août à une délégation conduite par le ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni, Ray Collins. L'émissaire britannique était porteur d'un message crucial du gouvernement du Royaume-Uni que dirige le Premier ministre Keir Starmer. Ray Collins était donc venu avec un message pour faire avancer le partenariat entre la RDC et le Royaume-Uni. Et puis, je l'ai dit au sommaire, le 19 août de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette journée qui est une opportunité de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, par leur courage et leur dévouement, apportent une lueur d'espoir aux personnes touchées par les crises humanitaires. Une journée célébrée dans un contexte particulier de crise multiforme au Nord Kivu, avec comme thème « Agir pour l'humanité ». Le gouvernement affirme à cette occasion son engagement à garantir la sécurité humanitaire des populations. Les détails dans cet élément de Rachel Misenga. La journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée ce lundi 19 août dans un contexte particulier de crise multiforme au Nord Kivu. Avec plus de 2,4 millions de déplacés, en grande partie à cause des combats entre l'armée et les rebelles du M23, les humanitaires doivent également faire face à des épidémies. Le Nord Kivu est actuellement au centre d'une crise humanitaire sans précédent avec le choléra qui affecte déjà plus de 15 000 personnes dans les sites de déplacés et plus de 500 cas confirmés de Mpox. À cette occasion, Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, a rendu hommage aux 6 humanitaires tués et aux 11 enlevés entre janvier et juin. Il a également rappelé qu'en aucune circonstance les humanitaires ne doivent être pris pour cible. Cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo, en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 ont été enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Le souvenir de nos 2 collègues tués le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire par des groupes de jeunes armés à Butembo est encore vif dans nos esprits. En aucune circonstance, les humanitaires ne doivent être pris pour des cibles. S'inspirant du thème « Agir pour l'humanité », retenu cette année, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité humanitaire de population. Aujourd'hui, je réitère la détermination du président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement d'une paix durable et au retour des déplacés chez eux,
et l'engagement du gouvernement que dirige avec dextérité son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka a œuvré en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour prendre les mesures efficaces garantissant la sécurité des humanitaires. À Goma, une série d'activités est prévue durant ces 2 jours pour valoriser le travail des acteurs humanitaires dans la province du Nord Kivu. Et puis l'insalubrité dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus une préoccupation majeure pour la capitale malgré les efforts consentis en visite d'inspection des travaux de curage des caniveaux et transfert des déchets à la rivière à Mososo, à la première rue et à la station à pirate des décharges des déchets de Kitambo ce samedi. Daniel Bumba a appelé à la mobilisation de tous les Kinois pour combattre ce phénomène aux multiples dégâts. Plus de détails dans ce reportage. Tractopelle en branle, les ouvriers mis à l'œuvre sur la rivière Mososo, la bataille contre les immondices qui se sont amoncelés sur les eaux s'annonce rude. Ces travaux de curage de cette rivière rentrent dans le cadre du projet Coup de poing lancé le jeudi dernier par le gouverneur Daniel Bumba. Le chef de l'exécutif provincial qui a inspecté ces travaux ce samedi a commencé par sa partie jouxtant le boulevard Lumumba à la première rue avant de descendre sur le pont Forgeron. Les constats sont presque identiques. Les déchets bloquent la circulation des eaux. Daniel Bumba appelle les Kinois à la conscience. Il y a cette il y a l'écolo à comprendre que vraiment la salubrité est cruciale. Alors, tout le but que le problème est remonté dans la décennie. Il va falloir définir une politique sérieuse pour trouver la solution aux problèmes structurels. Il faudra des solutions aussi structurelles. Donc, tout le monde a une activité ponctuelle. Il faut vendre en synergie pour que tout le monde ait contribuer pour la saleté. Parce que ça nous expose à la maladie, ça prend nos finances, ça bloque même notre économie. Après la première rue, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris la route pour Kintambo, sur l'avenue Oya, où s'effectuent les travaux d'évacuation des déchets dans une station pirate de décharge. Ici, après les constats, il a dévoilé la politique de la ville qui peut générer des recettes. Même assainissement Oyo, il y a un problème, mais ça a une opportunité. Il y a une opportunité pour générer l'emploi et belé. L'autre lobby, on a mis un départ, un modèle qui part avec 6000 personnes. Pour s'autofidéliser bien et comme emploi stable. Alors, de ce fait, tout le monde a PME, ONG, où vous avez structuré et en ordre. On va faire des conventions à la ville. Une semaine plus tôt, le gouverneur Bumba était en visite dans les centres de transfert des déchets de plusieurs milliers d'hectares, notamment en Passa dans la commune de Lantélé, où seront transférés les plus de 3 millions de tonnes d'immondices disséminées à travers la ville. Et puis, réagissant aux alertes de kidnapping sur les réseaux sociaux, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, relayant les propos d'un autre membre de l'exécutif, de surcroît le vice-premier ministre à l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a affirmé que les différentes annonces sont montées de toutes pièces dans le but de discréditer le gouvernement. Pour vérifier cette déclaration, nous avons consulté Facebook et contacté des personnes ayant récemment signalé des enlèvements. Découvrez la suite avec Dans mon mat. Les différentes annonces de kidnapping sont-elles montées de toutes pièces dans le but de discréditer le gouvernement? Pour le vérifier, nous avons consulté le page Facebook de nos journalistes. Chacun a répertorié une annonce et nous avons ensuite contacté les auteurs de posts pour obtenir plus d'informations. Un proche d'un jeune marié enlevé vers le 8 août raconte que son ami a été kidnappé près de l'arrêt sous-région à Lemba. Une voiture noire avec un fanion de magistrats et de passagers à bord s'est arrêtée brusquement devant lui et lui a proposé de le transporter. Une fois à bord, après une courte distance, il a été braqué et placé sous les sièges arrière. Il s'est réveillé 2 jours plus tard, en petite culotte, vers Massina sans rien sur lui. Un autre témoignage provient d'une personne qui s'en est directement prise au ministre sur Facebook. Son frère, enlevé près du pont Matete à midi, alors qu'il s'est rendu à son boulot, il a été libéré quelques jours plus tard, après qu'un proche en Europe ait versé une somme conséquente aux ravisseurs. L'autre fois, il était kidnappé vers Pont Matete, na 12e. Na Pont Matete, na 12e. Il partait dans Moussala, à Mataki Kretch.
et on avait enlevé. Les gens nous ont exigé 100 000 $ pour bâtir camp. Dans ces deux cas, il est clair que les kidnappings étaient motivés par des raisons économiques. Un troisième témoignage, celui d'un magistrat, suggère que les kidnappings pourraient être un règlement de compte ou une tentative d'intimidation. C'était le lundi 12, pendant que je sortais du tribunal de paix de Kinshasa, Matete, après ma plaidoirie, pendant que je sortais du tribunal, aux alentours du tribunal, je vis des gens qui m'ont demandé de s'arrêter. Et ils m'ont dit qu'ils me cherchaient. Or, c'était des personnes qu'on a envoyées pour m'enlever par un certain monsieur qui file mon client. Mais il y a des gens avec de mauvaises intentions qui veulent à tout prix faire du mal aux avocats. Donc ça, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. Les phénomènes a certes perdu son ampleur grâce au remarquable travail de la police sur le terrain. Mais, à la lumière de ces témoignages, il est clair que le phénomène n'a pas totalement disparu. Dénoncer ces faits n'est pas du chantage, mais plutôt un appel à renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans la province de l'Ituri où il y a eu lancement ce samedi à Aru des travaux de réhabilitation de la route Aru-Kengezi basée à la frontière avec le Soudan du Sud, tronçon long d'environ 100 km. Une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire d'Aru au nom du gouverneur de province. Les travaux sont financés par l'administration militaire de l'Ituri. Reportage. C'est parti pour ce samedi, le début des travaux de réhabilitation de la route Aru-Ingokolo-Kengezi-Baz à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Longue de plus de 100 km, ces travaux sont financés par l'administration militaire et seront exécutés par l'entreprise Petro City. Lors de la cérémonie de lancement officiel, l'administrateur du territoire policier d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, a tenu à remercier le staff dirigeant de la 2GRPI, en tête Aloa Obema Etienne, pour son esprit de management dans la mobilisation des recettes au compte du trésor provincial. Nous avons le projet parce qu'il ne doit pas disparaître parce que nous devons payer. Et nous ne devons pas payer avec l'argent qui va venir du Congo central. Non. Nous n'allons pas payer avec l'argent qui va provenir de Irumu. Non. Nous allons payer avec l'argent qui doit provenir d'Aru. Et là, c'est pour répéter la parole de son excellence, monsieur le gouverneur, qui a dit que Aru produit beaucoup et donc il doit se retrouver. C'est pourquoi ce jour, parmi ces projets, ce jour est arrivé. Signalons que l'entreprise Petro City ne pas sa première réalisation de la réhabilitation des routes en territoire d'Aru. Le tronçon routier Aru-Ngote est à ce jour fluide, à la grande satisfaction de la population locale. Cette série de réhabilitation des routes d'intérêt économique dans le territoire d'Aru vient booster et intensifier le commerce ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens à l'interne tout comme à l'externe avec le pays de l'Afrique australe. D'une province à une autre, la province du Kasaï oriental prend progressivement de l'envol. Le 24 août prochain, le territoire de Katanga va accueillir officiellement la cimenterie de la société WIH Kasaï Ciment SAS. L'information a été donnée à l'autorité provinciale par le groupe chinois ayant gagné ce marché. Ce grand événement qui fait partie de deux clencheurs du développement de la province va réunir à plusieurs personnalités qui viendront de l'étranger et de Kinshasa. De plus en plus de détails avec Dieudonné Boinali. Il y a des années que l'on entend parler des gisements de ciment dans les territoires de Katanga, situés dans la province du Kasaï oriental. Des recherches ont été menées et dont les conclusions ont confirmé l'existence du calcaire pouvant aider à la production industrielle du ciment dans ces territoires. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de cette cimenterie interviendra sauf imprévu le 24 août prochain. L'information a été donnée à l'autorité provinciale par les groupes chinois ayant gagné ces marchés le samedi 17 août dernier. À en croire la cellule de communication du gouvernorat du Kasaï oriental, ce grand événement qui fait partie des déclencheurs du développement de la province va réunir plusieurs personnalités qui viendront de l'étranger et de Kinshasa.
Golden Construction, ensemble avec son allié, la société Wikasai Cement SAS, détient 14 titres d'exploitation du calcaire dans les sites de Katanda où la cimenterie compte s'implanter. Les études préalables du dit site estiment une première phase de production annuelle de plus ou moins 300 000 tonnes pour atteindre dans sa phase finale une production annuelle de 1 200 000 tonnes d'ici la fin de l'année 2027. Cela permettra de réduire sensiblement les prix du ciment et limiter son importation, sans oublier la création de l'emploi et le développement communautaire. Cependant, des défis importants doivent être relevés pour permettre la réalisation de cet investissement dans les territoires de Katanda. Les Bena Kapuya, les Bena Mwembia et les Bena Shimba, qui se disputent les limites des terres, ont tout intérêt à enterrer la hache de guerre au profit du vivre ensemble pour le développement de l'entité. L'autre préalable, c'est l'énergie électrique, la cimenterie étant l'une des industries extractives qui exige un courant fort. En sport, le football club féminin tout-puissant Mazembe a étrilé la formation du CSM Diable Noir sur un score sans appel de 7-0. Cette rencontre était la première journée du tournoi de l'Unifac qualificative à la Ligue des Champions. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le football club féminin TP Mazembe a laminé le CSM Diable Noir du Congo-Brazza ce lundi 19 août 2024 sur le score sans appel de 7-0 à Kinshasa au stade de Martyrs pour le compte de la première journée du tournoi de l'Union de Fédération de football de l'Afrique centrale Unifac, grâce notamment à un triplé des merveilles Kanjinga. Les Congolaises affronteront ensuite les Guinéennes d'Atlético Femenino de Malabo le 21 août avant de clôturer leur parcours contre l'équipe FFC du Cameroun le 23 août prochain. Notons que le vainqueur de cette phase qualificative aura l'opportunité de représenter l'Afrique centrale à la phase finale de la prestigieuse Ligue de champions féminine de la CAF. Selon le tirage au sort, ce tournoi zonal va se clôturer le 25 août prochain. Cette compétition mettra aux prises les meilleures équipes féminines de la sous-région d'Afrique centrale, à savoir les FCF TP Mazembe de la RDC, Diable Noir du Congo-Brazza, l'équipe FFC du Cameroun et Atlético Femenino Malabo de la Guinée équatoriale. Prenons un vol en dehors de la République démocratique du Congo. Faisons place à présent à la page internationale. La zone CFA est le second exportateur mondial de coton. La région qui était touchée par les attaques de Jacide qui ont fortement réduit les récoltes en 2022-2023 a connu une reprise de sa production au cours de la campagne 2023-2024. Blaise Kouzola. En 2023-2024, la production de coton graines s'est élevée à plus de 2,6 millions de tonnes au sein de la zone CFA, selon les données fournies par le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPICA. Ces stocks affichent une hausse de plus de 24% par rapport à la campagne précédente, dont la récolte tournait autour de 2,1 millions de tonnes. D'après Luc Abadassi, président du PRPICA, ces rebonds de l'offre s'expliquent par une amélioration des rendements de coton graines de l'ordre de 11 à 53% dans les différents pays producteurs de la région. En 2023-2024, le Mali est devenu le principal fournisseur de coton graines de la zone CFA avec une augmentation de 77% de sa récolte à 690 000 tonnes. Cette performance a permis à la filière malienne de supplanter les Bénin dont la production n'a atteint que 600 000 tonnes pour retrouver son statut de leader dans la région. De son côté, le Cameroun a créé la surprise en devenant le troisième producteur de la zone CFA
au détriment du Burkina Faso. Alors que dans les pays d'Afrique centrale, la récolte de coton-graines a augmenté de 25% pour atteindre 387 000 tonnes. Celle du Burkina Faso s'est contractée de 6% pour s'établir à 387 370 tonnes. La Côte d'Ivoire complète cette liste avec une production évaluée à 347 371 tonnes. La campagne cotonnière 2024-2025 qui a déjà débuté s'annonce plus prometteuse. Dans la région, il est attendu une augmentation des surfaces consacrées à la culture de coton dans la plupart des pays. Selon le PRPK, le prix d'achat du kilogramme de coton graines de premier choix sont attractifs et devraient susciter de l'engouement de la part des agriculteurs. Alors que dans certains pays, comme le Burkina Faso, le Bénin et le Cameroun, les prix ont été maintenus à 325, 330 et 290 francs CFA respectivement. Ils ont augmenté de 5 francs au Mali pour atteindre 300 francs CFA et de 12 francs CFA au Tchad pour passer à 280 francs CFA. Et en Afrique de l'Ouest, le Mali est l'un des principaux fournisseurs de mangue avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Bien que ce fruit soit le deuxième produit agricole d'exportation du pays après le coton, le potentiel du secteur est encore à sous-exploiter. Toujours avec Blaise Kozola. Au Mali, la société industrielle de gestion et de commerce SIGEC a lancé depuis le 8 août dernier un projet d'une durée de 3 ans baptisé Mali Mangoro Yiriwa au profit de la filière mangue dans les régions de Sikasso et Bunguni. D'un coût total de 2,8 millions de dollars, ce projet est cofinancé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en sigle dans le cadre de l'initiative Feed the Future visant à améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. Les interventions devraient bénéficier à plus de 12 000 petits exploitants agricoles. Elles portent notamment sur la mise en œuvre d'une panoplie de formations techniques dans la lutte intégrée contre le mouche de fruits en vue de renforcer les capacités des producteurs et les encourager à investir davantage dans les secteurs. La SIGEC prévoit également d'installer une unité de transformation des mangues à Sikasso qui sera consacrée à la production de jus de fruits, de confitures et des mangues séchées pour l'approvisionnement du marché local et l'exportation. Au Mali, la production de mangues s'est élevée à plus de 80 000 tonnes en 2023. Selon les données officielles, le pays a un potentiel de production évalué à plus de 575 000 tonnes par an. Une dernière information avant de nous quitter. Vous le savez que la République démocratique du Congo fait face à une épidémie de pox. À ce sujet, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a donné un point de presse ce lundi 19 août. Je vous propose de le suivre. Est-ce que c'est une maladie grave? Je vais vous donner juste le chiffre de mortalité. Nous tournons autour, dans notre pays, de 3,4% de personnes qui peuvent décéder suite à cette maladie. Ça, c'est vraiment la létalité. Comme on appelle ça, la létalité, c'est le nombre de personnes sur 100 qui peuvent décéder de cette maladie. C'est 3 personnes et demie à peu près sur 100. Voilà à peu près. En combien de temps est-ce qu'on attrape cette maladie? Ça prend combien de temps en fait? La maladie, on appelle ça nous en médecine, on appelle ça l'incubation. Ça va jusqu'à 2-3 semaines avant que les premiers symptômes arrivent. Et quand les premiers symptômes sont arrivés, la maladie peut durer encore 2 semaines aussi, un peu plus, en fonction des personnes. Alors, pourquoi est-ce que cette maladie, maintenant, se développe plus rapidement? Alors là, il y a deux raisons importantes. La première raison, c'est que, vous savez, comme j'ai dit au départ, qu'on connaissait cette maladie, eh bien, les gens qui étaient autour de là où la maladie s'est vissée, eh bien, ces gens-là se contaminaient et développaient des moyens de défense. Et donc, on dirait qu'ils sont protégés. Mais il y a eu beaucoup de mouvements de personnes, notamment à cause de la guerre et à cause des déplacements en 1996-97. Des gens sont partis des zones où il n'y avait pas la maladie vers des zones où il y avait la maladie. Les gens où il y avait la maladie étaient habitués, donc ils étaient protégés. Mais les nouvelles personnes qui arrivent des zones à cause des déplacements,
sont arrivés dans des zones où ils ont été exposés à la maladie et donc ont développé plus facilement cette maladie. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, et peut-être l'une des plus importantes, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont oublié, dont le corps a oublié l'ancienne maladie qui avait. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, voici les titres. Journée mondiale de l'aide humanitaire, le gouvernement congolais affirme son engagement à garantir la sécurité humanitaire des populations, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu qui fait face à la guerre. Et puis la zone CFA connaît une reprise de sa production de coton au cours de la campagne 2023-2024 après des attaques des cultures par des insectes. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.